Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Nos pains, nos gains, avec nos nouveaux invités, Marie et Augustin, de la société Tranchée. Bon, on est super content de vous recevoir aujourd'hui. L'idée, vous savez, d'écouter votre histoire, surtout, votre aventure entrepreneuriale. Voilà, Marie et Augustin, est-ce que vous pouvez nous rappeler, d'où est-ce que vous venez, votre parcours, comment vous vous êtes rencontrés? Voilà, est-ce que vous pouvez reprendre un peu du début? L'un après l'autre. Carrément. Bah, déjà, merci beaucoup pour, l'accueil. On est ravis d'être ici. Globalement, on s'est tous les 2 rencontrés, grâce à notre passion commune, pour la food et notre amour, du bon pain, des bonnes, pâtisseries. On était tous les 2 plutôt issus du milieu de la restauration, à la base. Moi, j'avais passé un CAP pâtisserie en autodidacte, en parallèle, d'études que j'aimais peut-être un petit peu moins, et ensuite j'avais bossé pendant un temps dans le groupe Big Mama, donc restaurant, italien, à la fois à Paris et pour, une ouverture en Espagne, à Madrid, donc une aventure, hyper chouette, hyper dynamique, et c'est ça qui m'a donné envie de continuer à opérer des lieux, physiques dans lesquels on reçoit des gens, tous les jours. Donc ça, on pourra en dire un peu plus, mais lui, c'est côté restauration en Bretagne, qu'il a lancé, sur la voie de la OK. boulangerie ensuite. C'est-à-dire en restauration, Augustin? Alors, globalement, avant de monter Tranchée, j'avais, repris un restaurant avec des amis, d'enfance et ma sœur en Bretagne, pendant le covid. On a par la suite ouvert un deuxième, et c'est vrai que du coup, venant tous les 2 du milieu de la restauration, avec Marie, on avait remarqué, les grandes évolutions qu'il y a pu avoir, dans les 10 dernières années sur, la création de lieux d'expérience, donc de faire des restaurants qui sont plus simplement des lieux de passage, mais vraiment des lieux de vie. Mais également aussi sur le sourcing des matières premières, la transparence, qui est arrivée, sur ce sujet, et aussi, la naissance, des acteurs de la food delivery. OK. Et on se disait un peu, la boulangerie qui est quand même, le commerce de proximité préféré des Français, qui est, ancré dans la vie de quartier. Post-Covid, on a quand même remarqué, l'importance un peu, et l'attachement qu'on Mmh. pouvait avoir, je pense, à nos commerces de bouche. Et on s'est dit: «C'est quand même un peu l'enfant pauvre de sa génération», quand, tu sais que, il y a encore, 7 boulangeries sur 10 qui vendent de la viennoiserie industrielle surgelée, ou, que globalement, tu es pas toujours hyper bien accueilli, dans les boulangeries de quartier traditionnelles. Donc c'est toutes ces petites choses qui, quand on s'est rencontrés en dernière année d'études, nous ont donné envie de monter Tranchée. OK. Vous avez fait quoi comme école? On a fait tous les 2, HEC en master entrepreneurial. C'est OK. vraiment un master qui est dédié à, créer, ensuite, son entreprise. Donc c'est une approche hyper, terrain. Il y a quasiment pas de cours, et c'est, dédié vraiment à aller, rencontrer d'autres entrepreneurs, travailler avec eux, pour eux. Donc c'est hyper formateur comme parcours. OK. Donc là, c'est avant ton expérience chez Big Mama et avant tes restos avec ta famille? C'est plutôt, Ouais. pendant slash Pendant? après. OK. Marie, c'était en pour en parler mieux que moi, mais c'était en césure, elle a doublé sa césure, en étant HEC. Et moi, avant de rejoindre la majeure entrepreneur, j'ai fait une partie de mes études au Canada, et OK. donc c'était, entre la fin de mes études au Canada et le début, de la majeure entrepreneur. OK. Et aujourd'hui, vous avez quel âge? Moi j'ai 27, bientôt 28. Et moi 25. OK. Et donc ouais, donc vous avez fait vos études ensemble. À ce moment-là, en dernière année à HEC, vous parliez déjà de ce projet tranché, créer des boulangeries de quartier, justement où tout est fait maison avec une expérience? Exactement. En fait, globalement, la deuxième partie de l'année, du master, elle est dédiée à un accompagnement, sur la création de ton entreprise. Donc souvent, OK. tu choisis d'écrire un mémoire de fin d'études lié à un sujet qui t'intéresse. Et nous, du coup, c'était sur, l'enjeu globalement, pour le commerce de proximité de la naissance, des dark stores qu'on voyait un peu émerger partout avec, les quick commerçants du type Cajoo, et cetera, qui débarquaient. Et du coup, ça nous a, permis, d'aller à la rencontre d'énormément de boulangers, et après par la suite de faire un petit tour de France des producteurs, en tout cas, sur la OK. partie, Bretagne, slash Normandie, puis après, région OK. parisienne, qu'on a fait avec, Priscille, qui est la toute première personne à nous avoir rejoint dans l'aventure Tranchée. Et c'est, aujourd'hui, la majorité des fournisseurs, enfin certains fournisseurs en tout cas avec lesquels on a encore, la chance de travailler. Ah, c'est On a cool ça. créé, cette relation, il y a un peu plus de 3 ans OK. pendant ce tour de France des producteurs. Donc vous avez fait votre étude sur les acteurs de la delivery, qui ont quasiment tous, Tous disparus, fermé hein, en fait, ouais, exactement, ouais, ouais. ça marchait Ouais, pas. complètement, c'est fascinant. Et c'est Enfin ça aussi ce qui marchait pas, nous ça a marchait bien mais ça avait pas de réalité économique? Non, il y a pas de modèle, ouais. et c'est aussi un peu ce qui nous a poussé à nous recentrer vers le commerce de proximité Très concret ancré quoi. avec, des boutiques.
C'est-à-dire qu'en parlant un petit peu avec les acteurs qui avaient sur place, nous, on s'est rendu compte que ce qu'on aimait faire, c'était avoir des lieux physiques dans lesquels on crée une expérience et dans lesquels il y a vraiment euh, un sens de l'accueil et de la relation. Et qu'en fait, avec justement ce type d'acteurs du quick commerce, on perdait toute une partie de la vie Bah oui. et des relations sociales qu'on peut avoir. Donc, c'est pas forcément un modèle qu'on a étudié pour créer Tranché, mais c'est un modèle qu'on a étudié qui nous avait nous rendre compte à quel point on avait envie de créer des boulangeries de L'expérience. quartier Mmh. et expérientielles et avec un sourcing des matières Mmh. premières très, très pointilleux, quoi. C'est vrai que ces acteurs-là, ils te mettent, ton sac de courses dans l'ascenseur, ils montent même Mmh. pas et tu as une demi-seconde pour l'attraper, sinon il redescend au 0 et voilà. Non, mais complètement. Non, mais c'est vrai qu'avec du recul, même si on trouvait que c'était des histoires entrepreneuriales assez fascinantes, par exemple, pour reprendre l'exemple de Cajoo et ce qu'ils avaient réussi à construire au niveau Ops, on voit avec du Oui, recul à quel point ça doit être même leur complexe. appli était super, hein. Bien sûr, c'était honnêtement fascinant. On se disait que c'était quand même un peu un désastre économique et ça, on le voit quelques années plus tard. Et surtout, c'était un peu un désastre humain parce qu'en effet, tu perds le lien, Bien sûr, je ouais. pense, fondamental dans le monde dans lequel on évolue. Donc, nous, c'est vrai que c'est vraiment ce qui nous a donné envie Mmh. de créer des boulangeries de quartier conviviales avec, dans la mesure du possible, quelques places assises pour faire en sorte que ça soit un lieu vivant. Mmh. C'est marrant, nous, chez Bakerstaff, on subit un peu ce côté-là, de l'auto-entrepreneuriat où justement, tu vois, ces plateformes-là, elles ont, un peu abusé, du statut auto-entrepreneur. Selon moi, ils ont fait n'importe quoi et donc du coup, de temps en temps, on a certaines réflexions alors que nous, on valorise, par exemple, les rémunérations, elles sont entre 20 et 25 plus élevées, que sur leur précédente expérience. En tout cas, en constat quand on sonde, les bakers. Donc c'est assez marrant, moi, j'étais pas trop fan de ces modèles, pour être honnête. De temps en temps, ça dépanne bien, mais en fait, tu te rends compte que faire tes courses, ça te permet de marcher, Mmh, de faire marcher ton commerçant du coin et en fait, bon, c'est carrément. et tu as des acteurs qui le font très bien, il y a des plateformes, des grands acteurs qui font de la livraison et que ça fonctionne bien, quoi et c'est Mmh. avec des salariés et ça fonctionne bien. Ouais, bien sûr. OK et donc du coup, voilà, donc vous lancez quand, en fait, dans l'aventure tranchée, On s'est quand lancé il et y a un peu comment? plus de 3 ans. Ça va faire quasiment ouais, tout pile 3 ans. On se lance avec un peu la naïveté des débuts, c'est-à-dire qu'on n'avait absolument aucune idée, je pense, de l'ampleur de ce dans quoi on s'engageait. On y allait un peu la fleur au fusil en se disant, bon, bah, on va ouvrir une première boulangerie. On a des super producteurs qu'on a rencontrés. On sait qu'on a envie de faire un lieu physique où il y a vraiment une vraie expérience client. On sait qu'on a envie de revaloriser le savoir-faire artisanal en remettant le boulanger au cœur de l'expérience, donc en ayant un fournil qui soit ouvert Visible. Mmh. pour que les clients puissent voir vraiment le travail quotidien des boulangers, ce qu'ils mettent aussi dans leur pétrin, puisque c'était un peu des leçons chocs qu'on avait apprises, c'est qu'il n'y a pas toujours des matières premières de qualité qui sont utilisées, souvent avec beaucoup d'additifs, et c'est ça qui crée le fait que les gens ont mal au ventre après avoir mangé une baguette trop blanche. Et donc, on a envie de partir de ce postulat-là pour créer quelque chose. Et à partir de là, on se met en quête d'une première boulangerie, d'un premier local. OK. Et évidemment, on se heurte à ce moment-là un petit peu à la réalité, c'est-à-dire que il n'y a aucun banquier qui est prêt à nous faire confiance alors que on a sur le papier rien à prouver, on n'a pas beaucoup d'argent à mettre sur la table puisqu'on sortait nous-mêmes d'études, donc impossible de Vous avez pouvoir aucun apport à apporter. ce moment-là? Non, on a On a mis un tout ce apport qu'on très, très avait, faible, mais ouais. c'était 5 000 € chacun, quoi. Donc avec ça, tu fais pas grand-chose, quoi. C'est très peu et vous avez de l'aide, de vos proches, un peu de la love money, Exactement, on a été, enfin, contraints et à la fois c'était une immense chance, c'était de se dire que, on n'allait pas avoir le choix que de lever un peu d'argent ouais, pour pouvoir, signer ce 1er emplacement et ouvrir notre première boutique et pour ça, on avait, nos proches, du friends and family, qui ont mis un ouais. peu d'argent et en parallèle, on s'est dit: «Soyons quand même honnêtes avec nous-mêmes, on manque probablement, de bouteilles et d'expérience pour monter la boîte, qui nous fait triper au fond et donc allons chercher, ce qu'on appelle de la smart money et donc des actionnaires, anciens entrepreneurs ou entrepreneurs toujours, dans un OK. secteur similaire, au nôtre et qui vont avoir quelque chose à nous apporter sur, les sujets RH, les opérations, la finance, la création de marque et c'est comme ça qu'on a, plusieurs personnes, je pense, tu vois,
aux fondateurs de Michel et Augustin, de la Nouvelle Garde. Il y a des boulangers dans votre capitale ou pas? Ouais, on a Rodolphe Landmen, Ok. qui a été, nous, qui est un des entrepreneurs qui nous inspire le plus aujourd'hui dans notre métier et qui nous accompagne depuis le tout début de Tranchée, qui, je pense, nous a évité de faire un certain nombre d'erreurs. Donc, on sait précisément ce qu'on leur doit. Et c'est vrai que du coup, le fait qu'on ait eu quelques entrepreneurs qui nous rejoignent dès le début, c'est hyper rassurant et ça permet derrière, comme c'est assez moutonnier, de facilement avoir la confiance des banques, facilement trouver des Bah, c'est premiers clair. partenaires et Mm. autres. Même la Euh, confiance dont on parlait avant des moulins bourgeois. Bien sûr. Ils sont intervenus à quel moment, les moulins bourgeois, dans cette étape? Pareil, moi je dirais que c'est des personnes qui nous ont accompagnés, suivis et qui ont cru dans le projet quasiment depuis les débuts. Eux nous ont pas accompagnés d'une manière financière au début, mais par contre, ils nous ont mis à disposition leur incroyable labo au sein Ouais. du moulin. Ils nous ont permis de faire une semaine de tests, de R&D, en nous mettant à disposition toutes les matières premières qu'ils avaient pour qu'on puisse vraiment créer la première carte tranchée, alors que à ce moment-là, on possédait même pas encore un pétrin, on n'était même Ok. pas encore sûr d'avoir signé le local, et ils nous ont quand même accordé une confiance sans fin pour nous dire allez-y, testez, et ensuite, quand vous ouvrirez, on reparlera de la farine, quoi. Donc ça, je trouve que c'est assez puissant comme accompagnement, et c'est ça qui fait qu'on ait une relation de Hmm. vraie confiance aussi Ouais, avec eux dans depuis les l'environnement débuts, quoi. startup, c'est un peu comme les accélérateurs. Mm. Ont pas forcément d'intérêt ni capitalistique ni financier, mais ouais, ils te font confiance et après, du coup, forcément, tu Leur rend bien, tu normalement. leur rends bien. Et en plus, les moulins bourgeois, ils ont une très bonne farine, donc Mm. enfin, un très bon service. Exactement. Et juste parce qu'on est quand même suivi par notamment les bakers qui nous suivent et même d'autres personnes qui suivent le podcast et la société, de gens qui veulent entreprendre un peu à votre image, qui veulent lancer et ouvrir leur propre point de vente. Vous, quand vous avez levé combien? Combien était nécessaire pour faire votre première acquisition? Bah, globalement, déjà, nous, on a fait une création parce qu'on voyait bien que pour acheter un gros fonds de commerce à Paris, ça se valorise autour d'une fois le chiffre d'affaires. Et Ok, ça représentait un montant trop important à l'époque. Et donc, du coup, on a levé 400 000 euros en equity, un peu plus de 400 000 euros en equity, ce qui nous a permis de faire du 1 pour 1. Donc, c'est-à-dire d'obtenir globalement le même montant en dette auprès du CIC, qui a été la banque qui nous a suivis dès le début de notre aventure. Ça nous a permis à la fois d'ouvrir notre première boutique rue Marguerite de Rochechouart dans le 9e arrondissement ouais. et en même temps d'ouvrir notre atelier de production, puisque ça, peu de gens le savent, mais en fait, on a commencé à opérer pendant quelques mois exclusivement en B2B, en livrant du pain Je savais pas. à des restaurateurs, à des hôtels, et etc. Parce que notre Votre atelier, labo qui a ici les Moulineaux, c'est ça? non, notre atelier, c'était notre premier atelier qui a été à Saint-Ouen, qui est maintenant, enfin, qui a été trop petit assez rapidement, et du coup, on a déménagé dans un atelier à Ivry, À Ivry, effectivement. qui, lui doit nous permettre d'absorber encore les quelques prochaines boutiques qui sont au programme de l'année 2025 et 2026. Mais du coup, voilà, les premiers fonds nous ont permis à Ok. commencer à opérer, à construire un peu le début de notre marque, et du coup à ouvrir et Saint-Ouen pour la Hmm. prod et la boutique du 9e avec ce fameux fournil ouvert dans lequel il y a évidemment une partie des Ok. produits qui sont faits sur place et une autre qui vient de Saint-Ouen. Ok. Et aussi, alors, c'est une question ouverte, mais c'est vraiment, selon moi, à vous déstresser un peu de l'aspect financier. Enfin, je trouve que lever de l'argent avec des investisseurs extérieurs, plus de la dette, ça permet de diviser au moins le stress en deux, sachant que le stress est, au début, je pense, très Complètement. élevé. Bah, tu sais Euh, que tu as à côté de toi des gens qui sont déjà passés par là, qui vont pouvoir te rassurer, qui vont pouvoir potentiellement te mettre en contact avec leur propre banquier, enfin, c'est des gens qui, globalement, s'ils ont déjà entrepris, ont plein de bons conseils à apporter. Et donc, quand tu débutes, c'est quand même super valorisant de pouvoir hmm, aller leur poser des questions, et ça donne une crédibilité que clairement, nous, à l'époque, on bien n'avait sûr. absolument pas, une certaine légitimité aussi de dire que, bah, voilà, on a des gens qui nous font confiance, qui eux-mêmes sont experts dans leur domaine et pourront nous donner certains tips. Et je pense que la phrase de se dire qu'il vaut mieux avoir 1% d'une boîte qui vaut quelque chose plutôt que 100% d'une boîte qui vaut Qui vaut rien, rien. elle est quand même très vraie. Donc je pense qu'il faut aussi un peu se décomplexer sur le fait d'avoir absolument Hmm, 100% de sa société, et de se dire qu'on veut absolument tout garder bien pour sûr. soi, quoi. Et tu peux avoir cédé X% du capital, mais garder le contrôle, garder un Bien sûr. pouvoir Ouais. décisionnaire.
et en fait, tu diminues juste ton risque, Mmh. et en fait, tu augmentes, juste, La ton valeur. ton entourage et Ouais. voilà Non, mais c'est certain que et c'est la quand valeur même de l'entreprise. très rassurant d'avoir des échéances de remboursement d'emprunt, puisque du coup, les l'equity que tu lèves, ça se rembourse pas en soi, c'est des actions. D'avoir des échéances de remboursement d'emprunt pendant les premiers mois d'activité qui sont nettement plus faibles que si tu avais levé exclusivement de la dette. Bien sûr, et ça diminue le stress. Et ça diminue considérablement ton Ouais. stress Tu peux parce te que payer un peu, bah, ouais, si l'ouverture se passe pas aussi bien que prévu, ben, globalement, tu as un peu de trésor et tu as à la fin du mois, la mmh, banque qui vient de prélever un peu moins d'argent. mmh, Donc et surtout, je trouve qu'il y a énormément de bienveillance dans l'écrasante majorité, des ce qu'on appelle business angels, enfin mmh. français, qui sont entrepreneurs, qui sont passés et qui comprennent ce que tu vis et donc pour t'accompagner un peu dans ta vie d'entrepreneur et dans ce qu'on appelle les montagnes russes de l'entrepreneuriat, nous, ils nous ont quand même bien soutenus Bien alors sûr. qu'on a clairement fait des erreurs, tu vois, Mmh. qui leur ont indirectement fait perdre de l'argent. Et ils ont pas intérêt à vous taper sur les doigts parce que vous allez perdre en motivation. Mmh. Ça reste Nous, on n'a jamais une eu équipe, de sujet comme ça. Et quand bien même, il y a eu des moments où c'était plus difficile, des moments mmh, où en effet on avait fait des erreurs. À aucun moment on s'est fait taper sur les doigts sur quoi que ce soit, puisque enfin, eux-mêmes nous font confiance pour bien sûr. redresser les choses s'il y a besoin. Il n'y a pas S'il de y a un sujet là-dessus, investisseur quoi. qui tape sur les doigts, c'est que c'est un mauvais investisseur, quoi. C'est que je pense aussi, il comprend pas forcément la réalité de nos métiers. Et d'ailleurs, on l'a remarqué, on a des investisseurs qui sont du coup des entrepreneurs, puis après au fur et à mesure de l'aventure, on viendra peut-être dessus, mais il y a eu d'autres augmentations de capital, donc levée de fonds. Et ceux qui, ont pas forcément été entrepreneurs à un moment donné ou viennent de nos métiers, comprennent pas forcément que parfois il est stratégique, même d'un point de vue économique, de ralentir la croissance pour consolider des bases, Bien sûr. parce que sinon ça va se répertorier dans ton expérience client, dans la qualité de tes produits et cetera. Et donc ça, c'est un peu le Mmh. moment où tu peux avoir des discussions, mais toujours bienveillantes, mais un peu plus, Ouais, franches, quoi. mais c'est juste qu'il y a des enjeux à un moment donné stratégiques où il Mmh. faut aller un peu moins vite pour, Ouais. un peu mieux contrôler, le développement, quoi. OK. Vous avez aujourd'hui un et après on reviendra sur le développement, c'est très intéressant, mais juste vous avez un board où donc un représentant de tous vos investisseurs qui décide pour les autres? Ouais, enfin, qui décident pour les autres, ils sont 3. On se réunit une fois par trimestre pour regarder un petit peu où va l'entreprise. Et c'est toujours des moments hyper pertinents, puisque même nous, ça nous oblige à avoir une certaine rigueur en termes de reporting financier. Donc forcément, connaître nos chiffres pour pouvoir aussi leur présenter. Et derrière, pouvoir avoir leur vision extérieure sur quel serait le bon prochain Mmh. move, là où ils trouvent que ça déconne, là où au contraire ils nous disent: «Bah, ça, c'est hyper encourageant, on devrait essayer de le pousser encore un petit peu plus». Mmh. C'est jamais, un oral du bac, ça a rien à voir. C'est vraiment, une discussion, entre adultes qui ont tous le même intérêt, qui est que, la boîte, aille bien. Et je pense qu'en France, il y a quand même un peu une grosse peur de tout ce qui, concerne, des business angels, des fonds d'investissement, les levées de fonds. Enfin, Mmh. c'est des grands mots qui font un peu peur, et qui paraissent, être que liés au monde de la start-up, alors qu'en fait, c'est des solutions de financement, alternatifs, aux banques qui peuvent parfois vous apporter, beaucoup plus de maturité, que, si vous les aviez pas, quoi. Ouais. Et surtout, personne force personne et si ils ont mis de l'argent chez vous, c'est qu'ils y croient, qu'ils ont vu un intérêt aussi financier, Ouais, exactement. ils ont aussi des solutions intéressantes financièrement, enfin c'est personne ne les force, quoi, voilà. Moi je me rappelle, de mon premier board, dans mon ancienne entreprise et des boards de maintenant. La différence, je sais pas vous si ça vous l'a fait, mais le niveau de déstructuration du premier board que j'ai fait versus celui-là, j'étais en stress, Ah, rien n'était, j'imagine. préparé, enfin c'était une catastrophe. Mmh. Ça n'avait aucun sens en fait, Ouais, bien sûr. concrètement, et rien que cette expérience du board tous les 3 mois fait que, bah, tu prépares les documents et tes chiffres de ta société, tu les suis beaucoup mieux, et le jour où, tu auras des sujets un peu plus importants, on va y revenir, mais je pense que les boards sont de plus en plus importants, chez vous. Bah, du coup, tu es beaucoup plus pertinent, ça dure beaucoup moins de temps. Un board qui Ouais. durait peut-être 2 heures il y a 2 ans, maintenant il dure 1 heure, quoi. Mmh. Mais Mmh. surtout, je trouve de comprendre en effet, quelles sont les attentes pendant le board de tes actionnaires. Et nous, au début, on pensait que c'était purement, enfin, tu vois, un tableau Excel qui pouvait les intéresser et en soi, non, ils sont vraiment là pour t'aider à résoudre, des enjeux de croissance, Ouais, des enjeux RH et cetera, à mettre, à ta disposition, leur carnet d'adresses et autres. Et ça donc, il c'est faut bien ça. Ouais. vraiment être le plus transparent possible, je trouve, parce que, leur montrer uniquement, le verre d'eau à moitié rempli, c'est chouette, parce qu'ils vont peut-être avoir, plus le sourire, à la fin du board.
mais au fond, la pertinence, du board est complètement réduite. Donc je suis d'accord, nous, c'est vrai quand on repense à notre premier vrai board, tu es paniqué, tu sais Mais pas, normal, comment te enfin, il y a préparer. plein de Ouais, bien sûr. Ouais. comparatifs dans Mmh. la vie pro ou Ouais. perso qui sont exactement pareils, quoi. Tu t'entraînes à être performant et effectivement, les débuts, c'est une catastrophe, quoi. Je connais pas un entrepreneur qui a fait un bon premier Un board. bon premier board. Non, Ça impossible. n'existe pas, quoi. Et je trouve que tu te fais un peu des montagnes sur, l'exercice, qui est en fait un exercice très très, ouais, très transparent comme alors c'est une bonne question, en tout cas je pense que ça m'intéresse. Est-ce que vous faites des reporting aussi à vos équipes? Est-ce que vous utilisez des slides de votre board pour votre équipe? Ouais, Complètement. carrément. On a un reporting 100 transparent pour l'ensemble de nos chefs et de nos responsables de C'est bien boutique, ça. parce qu'on veut qu'ils, comprennent globalement, pourquoi est-ce que, malgré une top line, c'est-à-dire un chiffre d'affaires qui est vraiment au rendez-vous, dans un business avec des marges relativement faibles comme celui de la boulangerie, on est obligé de se serrer les coudes, on ne peut pas effectuer tel ou tel investissement, même pour pouvoir les impliquer dans, la réduction de la masse salariale, enfin et bah, du coup, ils ont accès, à l'ensemble de nos chiffres, un tableau Excel et on en discute de façon très ouverte. Jusqu'au résultat net ou pas? Oui, jusqu'à Oui. l'EBITDA globalement, OK. Ah, jusqu'à c'est très l'EBITDA et au cash transparent flow. alors. Donc en effet, c'est très transparent et après pour le coup sur les équipes, on essaye, quand on fait des kick-off, en fait, une fois par trimestre, on réunit, dans chaque lieu, donc dans chaque boutique et à l'atelier, l'ensemble de l'équipe pour leur présenter, le trimestre qui arrive, les sorties produits, les nouveautés, qu'est-ce qui va se passer dans la boîte et également revenir sur le trimestre écoulé et à ce moment-là, on présente les grandes lignes, donc l'évolution du chiffre d'affaires, du ticket moyen, la comparaison avec N-1 et cetera, C'est trop bien ce que vous sans faites. rentrer non plus trop dans le détail parce qu'on Oui, veut tu peux pas les en perdre. perdre, et on veut que ça parle à tout le monde. Mais par contre, honnêtement, c'est vrai que ça fonctionne Ouais, vachement bien. L'enjeu, c'est qu'on aimerait bien pouvoir le faire avec toute la boîte, mais aujourd'hui, on n'a pas trouvé un moyen pour réunir un créneau qui convient à tout le monde, puisque globalement, on a des personnes qui bossent de 1 heure le matin, les premiers boulangers, à 22h30 le soir avec, nos femmes de ménage. On n'a pas réussi à tous les réunir, pour pouvoir, un peu, créer cette dynamique, des kick-off, mais du coup, on le fait dans chaque lieu et franchement, c'est vrai que Mmh. ça change la vie, ouais. Ouais, Non c'est mais avec assez toute bien la boîte, c'est un autre apprécié. format, quoi. Mmh. Ouais, ce serait une fois par an et encore, Voilà. ça veut dire fermé, ça veut dire que quoi qu'il arrive, vous aurez jamais tout le monde avec les jours de repos, les congés. Mmh. Enfin, on est quand même ouvert 7/7, on est fait quasiment 24/24, impossible de réunir tout le monde. Mais par petits groupes par lieu, ça fonctionne très bien et en général, on est assez surpris de voir à quel point les équipes réagissent aux chiffres. Il y a pas mal de petites compétitions un peu sympas en interne entre Entre les telle et boutiques, telle ouais. boutique pour savoir laquelle va faire la meilleure Ça m'étonne pas. progression d'un Mmh. mois à l'autre, puisque chaque boutique se ressemble pas du tout en termes de structure, de coûts, de top line, etc. Donc s'ils se comparent entre eux, c'est sur la progression, c'est sur le ticket moyen, c'est sur des éléments tangibles qu'ils arrivent à ressentir aussi dans leur quotidien, Ouais. en vente ou en production. Et donc ça, en général, c'est assez bien accueilli par tout le monde, quoi. Qui fait ce point? C'est soit toi, Marie, Augustin, enfin vous vous alternez? C'est un moment où on vient tous les 2 Tous en les 2, ouais. boutique, parce qu'on trouve ça hyper important avec chacun, nos sujets, potentiellement, moi un peu plus sur la partie RH, Marie sur la partie ops et après on se partage, les sujets un peu, financiers qu'on va OK. évoquer. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a quelques mois, on nous avait dit, «Je suis pas certain que ce soit pertinent, de présenter, de façon très transparente l'ensemble de vos chiffres à vos équipes» et on remarque qu'en fait, c'est la Ouais, si. pire bêtise de ce qu'on a pu nous dire Ouais, parce que tout le monde tout se le sent monde sait. concerné et Ouais. tout le Ouais, monde bien est sûr. fier et au contraire, ça crée des bruits de couloir, le manque de transparence et du coup, de pouvoir dire aux gens: «C'est pas parce que la boutique, elle fait X montant de chiffre d'affaires que derrière, l'entreprise s'en met plein les poches». Mais bien sûr, vaut Oui, mieux c'est pas répondre à pour des ça que vous êtes questions que tout le rentable monde se non Bien sûr. plus, pose, Mmh. Mais c'est voilà. ça. évidemment et surtout, je trouve que c'est une grande fierté de se dire que eux comprendre pourquoi est-ce qu'on va mettre en place, tel élément, pourquoi est-ce qu'on va les Mmh. embêter sur, la vente additionnelle et autres, bah, parce que derrière ça porte ses fruits et donc je trouve que les voir avec le smile, quand ils atteignent Mmh. leurs résultats, c'est vraiment chouette et du Bien coup sûr. récemment, c'est, le fondateur de Tripleta qui nous avait recommandé de mettre ça en place. On a mis ce qu'on appelle une prime collective, c'est-à-dire que, les équipes, en boutique, quand, chaque journée où ils atteignent un certain nombre de chiffres d'affaires, un certain ticket moyen et ben, ils ont plus 50, plus 100 euros ou plus 5 euros sur chaque avis 5 Sur étoiles une cagnotte, sur une cagnotte, qui est plafonnée à 500 ou 700 euros en fonction de la taille de la boutique et qui après est repartagée, au prorata du temps travaillé dans le mois, et globalement, ça permet vraiment de les impliquer dans les résultats de la boutique, et ça, c'est une super chose, je trouve, à mettre en Mmh. place pour qu'ils aient envie d'aller regarder au quotidien, un peu, là où la boutique en est, sur ces Mmh. sujets, quoi. Franchement, c'est vraiment super ce que vous faites, c'est super dur à mettre en place parce que ça demande, d'être structuré, de le faire tous les mois, d'avoir les outils, et donc ceux qui
selon moi, ceux qui veulent pas le faire, c'est juste pas qu'ils veulent pas le faire, c'est que c'est super dur à faire. Ouais, et puis c'est chronophage. Là, nous, on l'a passé Bien à une sûr. fois par trimestre parce qu'une fois par mois, c'était plus possible Bah à oui. l'échelle de 4 boutiques, plus un atelier de production. Ça veut dire que pendant 2 semaines, tous les mois, vous êtes focus que sur la préparation de ça, donc c'est pas tenable. Mais par contre, une fois par trimestre, c'est vraiment, vraiment chouette. Et là, de plus en plus, chaque responsable aussi de lieu s'implique dans la préparation OK. du kick-off pour partager aussi son ressenti terrain de la boutique, ce qu'il a envie de faire passer comme message. Et ça, pareil, c'est hyper valorisant pour nos responsables de boutique qui sont au quotidien sur le terrain avec les équipes et qui ont beaucoup plus de choses que nous encore à faire remonter pendant ces points Tu m'étonnes. trimestriels. OK, alors donc là, on a bien compris, on s'est un peu, éparpillé, c'est de ma faute sur les enjeux, mais moi, ça m'intéresse beaucoup. Je pense que ça intéresse aussi les gens qui nous regardent. Mais revenons-en au début. Donc là, vous ouvrez votre première boutique, rue Marguerite de Rochechouart, c'est Ouais, ça? dans Dans le le 9e, 9e. Heu, Vous avez sûrement fait beaucoup d'erreurs, un paquet, ouais. voilà. Heu et donc du coup, c'est quoi la suite? Vous arrivez à quand même vous, repivoter, ça fonctionne, la boulangerie gagne de l'argent au début? Ouais, pour le coup, on est quand même super content de notre ouverture. On OK, est énormément en vente. Donc, ça nous permet aussi de prendre conscience de toutes les erreurs qu'on a pu faire sur le choix niveau ergonomie au travail, niveau merchandising, niveau flux client et autres. Et on va essayer progressivement après de tirer ces conclusions sur nos prochaines ouvertures. Donc, ouais, les premiers mois, on est beaucoup sur le terrain. On comprend aussi ce qui fonctionne niveau produit, ce qui fonctionne pas. On était vraiment focalisé sur l'expérience client, avoir la meilleure expérience client possible. Et à ce moment-là, on regardait, et c'était clairement une erreur, pas du tout les sujets, de marge, ou De autres, coûts, quoi que ce de soit, on coûts. était focalisé ouais, sur les avis alors que le cash, c'est Google le et nerf de sur la le guerre. chiffre Mmh. d'affaires et c'est tout, Ouais. quoi. Alors que c'est vrai que rapidement, tu remarques qu'en fait, tes banques vont te juger sur la performance de ta première boutique. Mmh, Mais mine de rien, cette première boutique, grâce à pas mal d'influenceurs, qui nous ont, enfin, fait des super vidéos, des belles mises en avant, je pense notamment à Victor du Guide Ultime, on a enfin, eu une belle notoriété, dès le début. ça, qui s'en est Hem occupé de la partie influence? alors, on avait une alternante en communication, Victoire, qui a fait OK, un super travail pour, dès le lancement, essayer de, dans la presse, tout comme, sur les réseaux sociaux, faire parler un maximum de tranchées. Et pour ça, on avait la chance, c'est qu'on était, associés avec, Alistair Smith, qui est meilleur apprenti de France et qui globalement nous a aidés dans la création et l'élaboration, des premières recettes, en amont de l'ouverture, notamment sur la partie pâtisserie, à ouais, faire quelque chose d'un peu, food porn. Je pense notamment au brookie, qui est un mélange entre un brownie et un crookie avec un brownie, un cookie pardon, avec un peu de praliné. Et donc, toutes ces vidéos faisaient que c'était assez facile, d'en parler et que ça fasse un peu le buzz, sur internet. Donc, on voulait pas non plus, se laisser porter par, la boulangerie, 2.0, qui pense, qu'à son nombre d'abonnés sur Insta. Parce qu'on sait bien que c'est un commerce d'ultra proximité et ceux qui vont te faire vivre au quotidien, bah, c'est ceux qui vivent dans le quartier, c'est ceux qui travaillent dans le quartier et qui vont, venir plusieurs fois par semaine. Mais en même OK, temps, pour nous, c'était un bon moyen d'étendre un peu notre zone de chalandise dès le début. ouais. Parce qu'on a quand même ouvert dans un environnement assez concurrentiel puisque dans le 9e arrondissement, tu as plein de super acteurs. Donc forcément, ça te pousse à, au quotidien, donner le meilleur de toi-même, Mmh. mais ça t'oblige, à être au niveau globalement. Et c'est C'est vrai vrai que que c'est un quartier où il y a pas mal de concurrence, mais il y a quand même ouais. beaucoup de votre clientèle, c'était essentiellement des gens du quartier. Il y avait pas Ouais. trop de touristes? Non, au début, pas tant que ça. On n'était pas forcément très connus par les touristes. On était vraiment ancrés dans la vie de quartier, les écoles Mmh. à côté, les entreprises qui bossent autour. Et pour la petite anecdote, le jour où on a eu le guide ultime qui est venu faire une vidéo sur notre chou à la crème, on s'est dit, ouais, génial, ça va nous rapporter un petit peu de monde. On ne s'attendait pas Mmh, ça vous a explosé le flux. au Mmh. flux que ça génère. Et pendant, je Encore pense, aujourd'hui, ça? non, non, allez, je pense qu'on Mais s'est les fait gens nous en connaître par parlent ça. encore parce qu'ils nous Les ont gens nous en parlent découvert encore, via ouais. la vidéo du Guide Ultime. Et Ça, c'était fou. pendant 3 semaines, un mois, tous les jours, on doublait, on triplait, on quadruplait les quantités de choux à la crème et c'était toujours pas assez. En 2 heures, on était sold out. Et on avait des OK. gens du Mmh. 93 qui se déplaçaient, qui venaient nous dire: «J'ai fait 1 heure et demie de transport en commun pour venir goûter votre chou, il y en a plus». C'est hyper frustrant et nous, on était là, on sait J'attends, pas quoi faites-en faire. moi, On quoi. est Ouais. déjà en train de doubler chaque jour tout ce qu'on peut faire. On n'y arrive pas. Et c'est là où il y a un peu une limite, je trouve, entre la fame des réseaux sociaux et votre clientèle de quartier. C'est que à ce moment-là, les gens qui venaient régulièrement
chez nous prendre leur chou à la crème parce que c'était leur habitude, se sont dit: «Mais maintenant, je vais pas faire 1 h 30 la queue juste parce qu'il y a des gens qui ont traversé Ouais. Paris parce qu'ils ont vu une vidéo». Et donc, l'enjeu, c'est toujours d'arriver à, je pense, avoir le bon Ta dosage. clientèle qui te procure Et du récurrent, faut quand même Mmh. les chouchouter, quoi. Bien sûr. Il exactement. faut pas qu'ils soient frustrés par le fait de faire la queue pendant 1 h 30 Mmh. à cause d'une vidéo qui a fait le buzz. Surtout que la vidéo, elle va durer 3 semaines, Bien un sûr. mois. Mmh. Et au bout d'un moment, ça finit toujours par retomber puisqu'il y a une autre nouveauté qui prend la place Ouais, à Paris, dessus, quoi. c'est intemporel. Il y a des nouveautés, toutes les 2 Mmh. semaines, quoi. Carrément. Ouais, mais ça, du coup, je trouve que ça oblige à être exigeant, mais c'est Mmh. super dur de suivre en prod, notamment quand tu ouvres, où déjà tu essayes de garder et de préserver la constance dans ta qualité produit avec l'augmentation de tes volumes, mais en parallèle d'avoir d'être un peu obligé, si tu veux continuer à exister dans l'environnement des boulangeries de qualité parisiennes, d'innover sur les produits et donc Ouais. de jamais arrêter ta recherche et développement. Et nous, c'est vrai qu'on s'était donné un enjeu, c'est qu'on voulait se différencier par le côté saison. Et donc que globalement, notre carte de produits suive les saisons. Et donc, ce qu'on aime bien dire, c'est que tu ne retrouveras pas chez nous, en plein milieu du mois d'hiver, un sandwich avec une Ou des tomate fraises, ouais. ou globalement des fraises dans la gamme de pâtisserie. Et donc ça, c'est déjà compliqué parce que ça veut dire que tous les 3 4 mois, tu dois repenser ta carte, repenser ton sourcing des matières premières et faire toute la phase de R&D. Et mine de rien, aujourd'hui, quand tu as 4 boutiques, tu as pas envie de te tromper, de te louper dans une sortie produit. Donc ça, c'est un grand enjeu, mais en même temps, c'est ce qui, pour le coup, nous porte en tant Mmh. qu'entrepreneur, c'est de se dire qu'on va réussir à se différencier dans un environnement très concurrentiel en travaillant énormément le côté saisonnier. Et ça, tous les clients, ils le savent ou vous l'affichez dans les boutiques? Je Que vous pense travaillez qu'avec que des produits de saison? je pense que c'est le fil conducteur, c'est ce qui est dit. Et parfois, on a des gens qui, en effet, au mois de décembre, nous demandent de commander un fraisier pour Noël et ils sont un peu sur le cul quand on leur dit: «Non, c'est pas Ah ouais? possible», Encore aujourd'hui? encore Même aujourd'hui, dans vos franchement, quartiers? ouais, Vous ouais. êtes quand même dans le 17e, dans le Bien 9e, sûr. C'est pas pour ça Amiens? Non, mais c'est qu'il y pas a la pas majorité de la mais population, ça évidemment, existe mais encore, ça hein. existe encore, ouais. Et C'est la c'est petite vrai que mamie, du non? coup, ça On Habitude invite dépend. tous nos d'habitude. clients, mais oui, non, mais bien sûr, je pense que il y a une différence de génération pour le coup là Ouais, qui, ouais, qui, ouais. qui se qui se creuse. Mais en tout cas, ça montre qu'il y a encore du travail à faire. Mais nous, on aime bien aussi, enfin, pas garder nos combats pour nous, mais de se dire que on n'a pas envie que ça soit perçu un peu comme du greenwashing où toute la journée tu vas expliquer que tu es le meilleur parce que tu mènes tel ou tel combat. Non, C'est juste, ouais. ouais, chaque boulangerie, enfin, il y a plein de boulangeries engagées à Paris qui ont toutes choisi des angles d'attaque, l'anti-gaspi, le côté généreux, etc. Et nous, on s'est dit, c'est vrai que la revalorisation, en effet, pour faire de l'anti-gaspi, c'est quelque chose qui nous parle. Ça permet de limiter la perte et en même temps de travailler vraiment avec des produits de saison pour se donner le challenge d'avoir des cartes vivantes qui Bah, ouais. changent tout au long de l'année en fonction des saisons et un peu des envies de nos chefs. Ça permet aussi, je trouve, de les valoriser, de les mettre en avant, Mmh. de leur donner un peu cette liberté de créer une fois par trimestre ou une fois par semestre pour sortir des nouveaux produits. Donc juste pour la partie prod, vous avez enfin, tu m'as dit au début que tu avais une expérience en tant que pâtissière chez Ouais, Big Mama. exactement. Toi, Augustin, tu as, fait une formation, Bah, alors, chez les Moulins Bourgeois un peu, je pense? bien sûr, on a fait une On a petite formation chez les Moulins Bourgeois, mais c'était très rapide. Mais surtout, en ayant un resto, globalement, je comprenais un peu Ouais. comment les opérations, ça fonctionne dans un lieu physique. Mais on va pas se mentir, on était très loin de comprendre et de s'imaginer le fonctionnement. Et je pense en même temps, c'est aussi ce côté du coup très naïf qui, à plusieurs reprises dans notre aventure entrepreneuriale, nous a fait prendre des risques qu'on n'aurait peut-être pas pris si on avait su à quel point ça allait être difficile derrière, tu vois. Ouais, je pense qu'on a Mais de temps en aussi, temps, vaut mieux pas tout savoir, Mais quand tu exactement. entreprends. on a Ouais. aussi passé, on a aussi donné notre confiance à des personnes incroyables qui nous l'ont rendu 1000 fois, qui ont pris aussi cette partie Mmh. production, R&D pour nous et avec nous, qui étaient peut-être beaucoup plus conscients des limites qu'il y a parfois dans la production. Et c'est parce que nous, on connaissait pas forcément euh, tous Tous les les enjeux de dessous prod. du métier, qu'on a pu aller, je pense, aussi vite et pousser certains trucs qui paraissaient hallucinants pour quelqu'un qui baigne là-dedans Mmh. depuis des années, quoi. On Ouais, n'a pas c'est bien, forcément vous fait des aviez un choix hyper regard rationnels d'entrepreneur, là-dessus, quoi. quoi. D'entrepreneur, qui a une vision claire de ce que vous avez envie d'un point de vue client. Et vous êtes associé avec des personnes en prod ou ils ont des parts de la société ou? Bah, du coup, il y avait Alistair, en effet, qui, lui, Ah pour oui, le OK. coup, a une vraie expertise niveau prod et qui a quelques OK. parts dans la boîte. OK.
Et aujourd'hui, du coup, il y a le labo et de la prod sur la partie pain spéciaux. Non, les spéciaux, c'est au labo ou c'est en boutique? Une partie des spéciaux est au labo et Ok, après, dans chaque boutique, il y a un fournil ouais, ouvert où il y a tout ce qui est production qui nécessite une extrême fraîcheur, de baguette, trad. tradition, roulés salés, des petits pains, la cuisson de la viennoiserie, des brioches, le replaquage, enfin Ok, plein de petits trucs annexes qui sont cuits tout au long de la journée, quoi. ok. Mais l'atelier, tu vois, nous, on voyait vraiment l'atelier en ayant visité beaucoup de boulangeries comme la possibilité de faire travailler aussi tes équipes en production dans des conditions de travail qui sont pas comparables avec toutes ces caves dans lesquelles travaille le boulanger de quartier un peu Bien sûr, beaucoup traditionnel. plus de confort. Beaucoup plus de confort et donc aussi pouvoir aller vraiment au bout de la démarche du 100% artisanal parce que c'est très difficile dans un espace restreint d'avoir une gamme de produits. Ouais, On se rend pas compte, mais les gammes de produits sont quand même assez larges en boulangerie. Donc, bah bien sûr. Vous avez combien de sortes de spéciaux, vous? Une dizaine? ouais, facile. Ouais, facile, Ouais, hein. facile, une Ouais, dizaine c'est de pains. déjà énorme. Et tu vois, Et en on fait, c'est regardait, surtout sur la viennoiserie où l'enjeu, il est taille. Vous avez besoin d'un énorme Bah oui, bien laminoir, vous sûr. avez besoin de beaucoup de place pour pouvoir étendre vos pâtes. Et donc, forcément, à Paris, quand les loyers sont chers, que les fonds de commerce n'ont pas beaucoup d'espace, que c'est des caves où il fait 50 Suffit, degrés, le t'as un choix de étage, tu montes, commander c'est chez ouais, étroit, le ça pue. fournisseur des c'est ça. cartons de croissants déjà tout faits, il est beaucoup plus intuitif que de se dire on va aller s'embêter à prendre un local supplémentaire sur lequel on va avoir un loyer en plus, juste pour avoir la place de travailler en 100% artisanal, de stocker le beurre qu'on va chercher en Vendée, qui est du beurre AOP, qui arrive sur palette, et donc impossible de sinon le stocker facilement, ou alors il faut en commander tous les 2 jours. Enfin, il y a plein d'enjeux et de contraintes que vous mettez en plus à partir du moment où vous décidez d'être en 100% artisanal et de faire les choses bien Mm. et avec de l'espace, quoi. Et c'est pour ça qu'en fait, dès le début, on a voulu avoir un atelier de production alors qu'on n'avait qu'une seule boutique. C'est drôle le move de première boutique, un labo. Enfin, je sais pas si c'est le cas. Pour moi, t'as déjà plusieurs boutiques Bien et t'as ton sûr. labo Ouais. après. Non, mais ça, C'est déjà un risque en c'est termes la première d'investissement. des Ouais, erreurs. ok, d'accord. C'est évident Ouais. que ça ne fait pas de sens parce que du coup, tes frais logistiques, tu les Et tu, amortis sur une seule boutique ouais, et donc faut ça avoir les coûte moyens, quoi. beaucoup trop cher. Mais c'était aussi parce que du coup, on a fait une création et donc la première boutique rue Marguerite de Rochechouart, on l'a ouvert globalement avec quelques centaines de milliers d'euros. Alors c'est beaucoup d'argent, mais c'est Ouais, nettement moins que si on avait voulu bah ouais. reprendre un gros fonds de commerce en angle, bien placé dans le 9e arrondissement où il y aurait probablement Ouais, fallu mettre autour d'1 million sur la un million, table, voilà. facile. Donc c'est un choix sans mauvais jeu de mots, enfin tranchant, mais en même temps, ça nous a permis aussi de développer l'activité B2B à côté et d'ouvrir rapidement une deuxième boutique parce que du coup, on n'avait Ouais. pas le choix pour mieux amortir cet atelier de production à Saint-Ouen que 8 mois après avoir ouvert notre première, avoir ouvert notre deuxième. Et tu vois, avec du recul, là, on se dit qu'on a été un peu, je pense, naïf et fou, c'est qu'on avait signé notre deuxième boutique avant d'avoir ouvert la première. Et donc, globalement, si Vous étiez un peu foufou, quoi. non, mais ça fait, enfin, tu vois, on te dira, ça fait aucun sens parce que, enfin, globalement, c'était soit ça fonctionnait, on avait beaucoup de chance, soit ça Ça partait au dérapait tapis, big ouais. time et ça partait au tapis rapidement. Mais en même temps, ça nous a permis aussi, du coup, dès le début, structurer l'entreprise en se disant qu'on avait envie d'être commerçant, mais on avait envie globalement d'essayer d'avoir plusieurs boutiques et de construire une Un marque groupe. autour de Tranchées. Ouais. Il y a des moments où vous vous êtes dit, vas-y, fais chier, viens, on fait autre chose. Pas on arrête, non, jamais, mais ouais, des Ah, moments quand c'est même où tu fort as déjà, envie ça. de jeter l'éponge et de pas venir pendant une semaine, ça arrive, hein. Rien que, je crois, 3 jours avant l'ouverture de Dania. première boutique, Ah, la banque qui dit finalement: «Le crédit, on vous le donne pas». On avait avancé tout l'argent avec l'argent de la levée de fonds. Et on avait besoin que la banque nous rembourse pour pouvoir payer ensuite Mm. les salaires de l'équipe. Donc il a fallu repartir en levée de dette illico presto. Et de la même manière, je crois, 2 semaines avant, pareil, notre boulanger qui nous dit finalement c'est je un vais peu chez le trop le voisin. bordel. Non, non, je vais pas chez le voisin, mais Je le là, sens là, pas. là, je le sens pas, votre histoire.
préfère pas me mêler à ça OK. avant que ça ouvre. Et on s'est dit, bon, bah là, on est quand même. Ouais, vous avez ces 2 semaines, quoi, c'est déjà bien. Ouais. Ouais. Non, mais pour le coup, un mot pour notre équipe, parce que je trouve que c'est la raison pour laquelle on n'a jamais eu envie de baisser les bras. Et tu en connais probablement certains, mais on a une équipe extraordinaire qui s'investit depuis le début, Mmh, pour certains, comme si c'était leur propre projet. Et donc, pour eux et avec eux, il n'y a mmh. pas un monde dans lequel on baissera Effectivement, moi j'ai les connu bras. Marie, à l'époque qui était, Bien sûr, qui était sur la responsable des partie ressources RH humaines. et effectivement, elle était hyper, rigoureuse sur, bah, du coup, sur les mises en relation, enfin sur les bakers qu'on vous plaçait et elle avait une exigence hallucinante. Ce qui fait que, bah, en fait, nous on donnait le maximum pour, bien délivrer, les missions que vous nous donnez mais effectivement, enfin nous on connaît que Marie et après mes équipes, je pense connaître Bien d'autres sûr, personnes. connaissent les responsables de boutique et Exactement. évidemment les différents chefs à l'atelier. Et Ouais. ça va. Là, aujourd'hui, on est un peu on est autour de 75 entre les différents lieux, avec certaines personnes qui sont là depuis le tout début. Et Ah, c'est donc, beau ça. là où c'est en fait, on sait ce qu'on leur doit parce qu'ils sont arrivés dans une entreprise qui était à une taille ultra familiale, absolument pas structurée. On peut même dire que c'était un peu le C'était un peu bordel. le bordel, ouais. C'était Et un joyeux ils bordel. ont accepté globalement, d'avancer pas à pas, vers, une boîte forcément plus structurée, de déménager d'atelier de production, donc parfois de rajouter, une longue distance, entre, Mmh. leur domicile et leur lieu de travail. De voir, alors qu'ils avaient un poste, tu vois, où ils étaient assez indépendants, d'avoir un chef qui arrivait au-dessus d'eux. Enfin bref, et du coup, c'est vrai que ça nous donne une motivation au quotidien, même si, comme tu le sais mieux que nous, les sujets RH, c'est clairement aussi notre plus grand défi. D'avoir une Bah, équipe le qui sache bien changement se de personne. labo, nous, les clients qui changent de labo, ils nous appellent, 2-3 mois avant, ils nous disent: «Attention, on va faire appel à vous de façon, Ah ouais, ah c'est considérable». Ah fou. ouais, c'est fou. Bah, Parce qu'ils forcément, alors anticipent, quand il y a un changement de localisation, ouais, ouais, forcément tu perds heu une partie de et effectivement, même quand il y a un changement de localisation, les petits copains, hein, ils sont au courant. Il y a des enfin, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui et nous, effectivement, dès qu'il y a un de nos clients qu'on connaît et qui fait appel à nous, de façon récurrente et qu'il y a un changement de labo, il nous prévient instantanément bon, bah, on Ouais, le et à fera génial. ch si, et à hein, chaque fois, on prépare ça. prépare ça. Ouais, c'est bon à savoir. Parce que même si, enfin, il faut qu'il y ait une vraie distance, mais on parle Mmh. d'une demi-heure. S'il y a une demi-heure de différence, pour un salarié, ça peut être énorme Bah, maintenant je comprends, hein, on et je se le met à leur comprends. place. Ça, une demi-heure, ça fait 1 heure par jour, 5 heures par semaine, 20 heures Quand tu par as un mois, métier super physique, faire 1 heure le matin, voire plus, et une mmh, heure le soir, c'est pas possible. concurrentiel, enfin, Mmh. vu qu'il y a de la compétition, Complètement. Et je sais pas si toi tu le ressens, mais on a un petit peu l'impression depuis quelques semaines, quelques mois, que par contre le marché du travail est en train de, alors pas de se retourner, mais que le rapport de force est un peu en train de s'inverser. Je pense que post-Covid, globalement, il y avait beaucoup d'offres et peu de talents ou de CV qui étaient à la recherche. Et là, nous, on reçoit une quantité de candidatures spontanées, slash de candidatures sur les différentes offres qu'on peut poster, qui nous paraît hallucinante. Alors, on a un peu envie de se dire, bon, bah, peut-être qu'on commence à avoir une marque et employeur très, un petit très peu rare plus importante. d'entendre ça Ah ouais? OK. et très, très rare. La tension, elle fait que s'augmenter. Le rapport de force, je sais pas si c'est un rapport de force, mais effectivement, après le covid, il y a eu une forte tension, qui était déjà là, mais qui s'est durcie, très Ouais. fortement. Alors effectivement, il y a un renforcement des candidatures spontanées pour les groupes comme le vôtre où, bah, tout ce qu'on a décrit avant, vous faites des reportings, vous êtes en accélération, je connais pas votre politique de rémunération, mais je pense qu'elle peut attirer, enfin, vous avez plein d'arguments pour vous, mais il y en a beaucoup qui ont du mal. Alors, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a moins d'arrêts de travail courts. Par contre, dès qu'il y a un arrêt de travail, il est beaucoup plus long et donc ça, on a beaucoup de clients qui le subissent. Ouais. Et après nous, on a des clients alors, chaque client est différent, mais on a des clients qui arrivent pas à recruter. Avant, ils mettaient 1 mois pour recruter une personne, maintenant ils mettent plus de 3 mois. Ah ouais. Voilà. Donc après, des structures qui ont un pôle RH comme le vôtre, c'est assez rare, hein. Bon, je te rassure, il y a encore beaucoup de travail. Oui, oui, Mais mais vous avez quand même une mmh, structuration qui fait que, vous avez des offres, constantes. Je pense que vous avez toujours une offre, en ligne, vous avez toujours des candidatures spontanées, enfin, vous anticipez, quoi. et surtout, je trouve la puissance du bouche à oreille au sein de tes équipes. Nous, on a mis en place une prime de cooptation. Alors, c'est un montant qui reste relativement faible, mais tu vois, qui n'est pas Ouais. négligeable. C'est autour de 100 euros et ça peut monter quand c'est un recrutement un peu sous tension. Ou globalement, du coup, si tu, si tu cooptes quelqu'un,
à la validation de sa période d'essai, tu vas recevoir cette fameuse prime de Ouais. cooptation. Et ça te donne envie, je trouve, quand tu es bien dans ton travail, d'aller parler à tes anciens collègues, à tes potes d'école, etc., ou quand tu étais en centre de formation, leur dire bah, si vous avez envie de changer ou si vous êtes à Mm. la recherche actuellement, moi, je sais qu'on recrute chez Tranché. Et donc, je trouve Mais que je ça, trouve c'est que une ça grande permet force. aussi de créer un socle d'équipe où les gens qui arrivent sont souvent assez proches Bah, bien sûr, tu rentres des dans un autres. environnement où tu connais une personne, Mm, euh, au minimum. complètement. et donc, il y a la même un peu ADN Ouais. chez les personnes qu'on recrute. Et c'est assez dingue de voir qu'aujourd'hui, parfois, quand on présente certaines personnes en essai, bah, naturellement, l'équipe nous dit non, là, ça va pas être un fit avec le reste de l'équipe. Mm. Ils sont assez lucides sur qui va bien fonctionner dans l'équipe ou pas. Alors que c'était pas forcément le cas il y a quelques temps, mais je pense qu'ils ont tellement réussi à se souder que maintenant c'est Ouais. très clair si la personne peut rentrer ou pas dans cette mindset un peu tranché qu'on a réussi à créer, quoi. Non, mais la prime de cooptation, c'est une super bonne idée. Tu recommandes une personne que tu Mm. connais, personne arrive. Vu que tu recommandes, tu as un peu un sentiment de responsabilité, donc tu recommandes pas n'importe qui. Non, c'est vraiment une super idée. Ok, donc juste pour continuer sur votre aventure, donc là, vous en avez 4 Ouais, aujourd'hui. exactement. C'est quoi du coup la suite? Enfin, tu me disais qu'il y en avait quelques-unes en stock, c'est-à-dire? Bah, pour l'instant, les projets, on peut difficilement parler parce qu'ils sont pas complètement faits. On a signé une promesse pour reprendre une boulangerie, enfin un fonds de commerce de boulangerie Ouais. de nouveau dans le Cet été, 17e ouais. arrondissement courant été 2025. Ou dans le 17e, parce que moi j'habite dans le 17e C'est arrondissement. encore un peu secret, Ok. mais le teasing va pas tarder. Bah, moi je suis sûr que c'est proche de chez moi parce qu'il n'y en a pas énormément. Et bah alors, dis-nous, t'es dans quel quartier? Je suis place PR. Ah, on Alors, n'est pas tout près de chez toi, non. C'est vrai que le 17e, c'est assez grand. C'est très grand, ouais. Mais on aimerait bien un jour être dans Bah, ce t'as beaucoup 17e. de familles, Mm. t'as pas une grosse compétition. Non, c'est sûr. T'as quand même T'as la rue une. Poncelet quand même. Après, c'est pas tout près, mais Non, non, c'est loin. ouais, c'est loin. Non, t'es à 15 minutes à pied, je pense. Ouais. Enfin, c'est loin quand tu prends Mm. Toi, l'Ange. mais t'es boulevard Pereire vers Pont-Cardinet ou Maréchal vers. Juin, place du Maréchal Ah oui, Juin. ok, ok. la place Pereire. Ouais, bah t'as Paris-Baguette, la place. Exactement. Ok. Non, mais globalement, nous, on a vraiment ressenti le besoin d'utiliser l'année 2025 pour poser des fondations un peu solides sur le sujet de l'expérience client et des opérations en boutique, de notre logistique et à l'atelier de production de caler des recettes, des process qui nous permettent d'absorber l'augmentation des volumes à venir avec les prochaines ouvertures. Et en parallèle, d'évidemment, travailler sur notre marque employeur et tous les sujets que tu as tendance à mettre de côté quand tu es dans l'urgence, en permanence à courir derrière le temps, parce qu'en fait, tous les 6 mois, tu ouvres une boutique. Mm. Ce qui a été globalement notre cas entre décembre 2022, l'ouverture de la première boutique rue Marguerite de Rochechouart, à octobre 2024, la 4e ouverture à Agnières-sur-Seine. Donc c'est pour ça qu'on n'ouvre qu'une seule boutique en 2025. Et en parallèle, il y a un pivot un tout petit peu stratégique qui est de se dire que c'est peut-être pertinent d'avoir un peu moins d'unités économiques, donc un peu moins de boulangeries, mais par contre d'en avoir des plus conséquentes puisque ça a plusieurs avantages et Bah on ouais. remarque que c'est pas forcément beaucoup plus compliqué à gérer. Mm. Et donc c'est un peu ce qu'on teste en reprenant un fonds de commerce d'une boulangerie assez conséquente. Donc ça, c'est vraiment les chantiers qu'on a priorisés en 2025 et ça nous T'as permet. plus de chiffre d'affaires, t'as ton Mm, pourcentage qui est sur bien sûr. un montant qui est plus important. Et tu vois, Bien parfois, sûr. plus d'équipes, ça te permet aussi en permanence, par le chiffre d'affaires qui est important, de te permettre d'avoir tout le temps 2 à 3 vendeurs ou vendeuses. Et donc, s'il y en a un qui vient pas le matin parce qu'il s'est pas réveillé, parce qu'il est malade, ça ne va pas La mettre en boutique, péril elle l'ouverture de ouvre la quand même. boutique. Ouais. Elle ouvre quand même. Alors que dans nos Ouais. petites boutiques, ça peut être plus compliqué à gérer ça. Et sur la. Moi, j'avais entendu un restaurateur qui me disait je regarde aucun dossier de restaurant à moins de 800 000 euros. Pourquoi à moins de 800 000 euros, on gagne rien? Et en fait, j'ai trouvé ça juste, c'est que effectivement, alors dans la boulangerie, je connais pas le montant, mais je pense qu'il doit pas être très très grand Je pense que de. c'est assez proche Assez de proche. ça. Nous, Mais on je se pense dit que c'est même un peu supérieur, ouais. même 1 million, 1,1 million en dessous, c'est difficile de dégager une rentabilité, quoi. Ouais. Je pense que ça dépend de ta structure de coût. C'est-à-dire que si c'est toi qui vas être au quotidien soit en prod, soit derrière le comptoir, C'est pas pareil. c'est un salaire en moins. Mm. Donc tu peux vivre très bien de ton métier en étant commerçant indépendant à 600-700 000 euros. Je pense qu'à partir du moment où tu as vocation à créer ce que tu disais, un petit groupe et que du coup tu vas avoir des frais de Mm. structure, à Non, ce mais moment-là, il faut des boutiques qui génèrent au minimum, je pense, 1,1 million, 1,2 million. vous êtes pas en prod, donc Non. vous d'ailleurs, vous êtes souvent. C'est quoi votre quotidien? Donc déjà, c'est vous vous voyez de temps en temps en journée ou chacun a ses tâches? À Non, non, quand 100%, même. ouais.
Si, Un, si. un peu trop. Non, Un peu trop. Non, non, mais pour le coup, Petit message, je sais pas si tu as compris. il n'y a pas une journée qui se ressemble. C'est ça qui est chouette, c'est ça qui fait partie de la vie d'entrepreneur, je pense. Tout le temps bousculé un petit peu par des Tu choses qui gères sont pas des prévues. problèmes toute la journée? Je dirais pas des problèmes, tu trouves aussi plein de solutions. Non, non, Enfin, c'est mais pas ça, mais c'est positif. mais en Pour effet, mais pour entreprendre, il faut aimer gérer des problèmes quand même. complètement. Faut aimer exactement. l'imprévu, je pense. Faut aimer, C'est excuse-moi, beaucoup mais d'imprévus. sur 10 mails, t'en as 8 où c'est le Ouais, bordel, quoi. ouais. Exactement. Et après, t'as 2 spams. Exactement, t'as 2 pubs. Non, mais ce qu'on fait beaucoup, du coup, c'est que déjà, nous, on est quotidiennement à vélo. Bon, là, on est passé sur des vélos électriques parce que ça commence à faire beaucoup de kilomètres au Ah compteur. ouais, Et en fait, surtout avec Anir. C'est ça ouais, va plus avec loin. Agnières, avec le Marais qui est quand même dans le centre de Paris, avec Ivry qui est à l'autre bout Ah, vous de allez là où on excuse-moi, en vélo à Ivry? est. Ouais, c'est souvent. Enfin, en fait, on fait beaucoup de Vous tours êtes sportif de haut de niveau, en fait. Non, mais nos. le trajet, il est dingue. Tu sais, tu longes les quais jusqu'à Ouais, Ivry. ouais, non, mais Donc là, en ce moment, c'est t'as très bien. pas du tout envie de te déplacer autrement que. Ouais, au Surtout creux de avec le l'hiver, quand trafic. t'es Ouais. crevé et que t'es au milieu des bûches et des galettes, bon, on se prend la 14 quand même de temps en temps. Hein, Bah ouais. mais non, Quand il pleut, c'est franchement. un peu chiant. Non, mais pour le coup, c'est vrai que je rejoins Marie. Nos journées se ressemblent pas. On est quand même très souvent sur le terrain parce que faut pas oublier que c'est dans nos boutiques que beaucoup de choses se passent et à l'atelier qu'aussi toute la production se fait. Donc on ressent le besoin d'être quand même proche de nos équipes pour créer du lien, pouvoir enfin, voilà, être au plus proche Ouais. des opérations et du cœur de notre boîte. Et en même temps, aujourd'hui, on est obligé de s'isoler 1 à 2 journées par semaine minimum pour travailler sur des sujets un peu admin. Donc dans votre type, bureau, vous avez un bureau? Oui, Ouais, qu'on on partage des bureaux à Ok. Saint-Lazare, donc dans Très un bien. quartier hyper central. Mais on a testé hein, le modèle où on se met sur nos ordi en boutique, etc. En fait, Tout est dérangé toutes les 20 secondes. tu es tout le temps dérangé, tu peux pas avancer sur des sujets de fond. Donc, Mm. hyper important de pouvoir se recentrer un petit peu sur des sujets de fond au bureau. Et maintenant, on fait même venir nos responsables une demi-journée par semaine ou toutes les 2 semaines pour eux aussi les encourager à pouvoir se poser dans un Du recul. cadre un petit peu privilégié et se retrouver ensemble aussi pour aborder des sujets un peu stratégiques et sur lesquels il y a besoin d'un peu de cohésion d'équipe pour Mm. arriver à trouver des solutions. Je peux quoi. pas parler dans le front de Nil parce que Bien sûr. t'as pas de Ouais, non mais même eux d'intimité, quoi. en boutique, tu vois, ils ont du mal à se poser sur les plannings Skello, sur leurs commandes auprès de l'atelier, auprès des fournisseurs, sur le suivi du plan de maintenance, sur tous ces sujets-là, qui même sur la préparation des management meetings, puisqu'ils font un point avec chaque personne de leur équipe tous les mois. Et pour ça, nous, on les pousse à venir un peu au bureau, à prendre un peu de hauteur sur la gestion de leur boutique et surtout à partager entre eux, maintenant qu'ils sont 4, comment est-ce qu'ils règlent les galères du quotidien. Parce que sinon, en fait, tu ressens qu'ils sont assez seuls en boutique parce qu'ils vont pas pouvoir partager à leurs équipes, tu vois, leurs ressentis, leurs difficultés. Et donc, je trouve qu'ils ont vraiment réussi à se créer, à être assez soudés tous les 4 et à Ok. s'entraider pour se tirer vers le haut. Ça fait vraiment plaisir à voir. Et donc, on essaie de passer Vous quand faites même des pas mal de temps événements de avec eux. temps en temps avec eux ou Ouais, on fait des On des a, événements. séminaires, on a des une trucs comme sorte de ça? petit team building une fois par trimestre. Bah là, le dernier fois en par date. trimestre? Après, non, mais Trimestre, parfois, c'est ça peut être un des petits. Hein, juste un c'est dîner juste tous Un resto, quoi. ensemble. Ouais, voilà. Ok. Mais là, tu vois, on est Ouais. parti 48 heures chez les Moulins Bourgeois qui nous ont accueillis à nouveau. Ouais. Ah, à vous avez eu nouveau. un petit gîte Et on a eu Nous exactement. aussi, on a eu ce petit gîte, Ah c'était non, mais super. il est incroyable ce Bah, petit incroyable. gîte. j'étais tout seul dans la Et campagne, surtout, ils te tu font vois, livrer de la super bah bouffe. ouais, non, mais des formateurs de dingue pour la prod, Vous pour avez eu les qui en aider. formateur? Alors, On a bossé pas mal Maximilien, avec Maximilien qui nous avait en fait déjà accompagné sur la toute première carte Ok. tranchée. Et donc, il a vu un peu l'évolution entre la première et là, Ouais. la dernière. Puis, il y avait aussi tous nos chefs de l'atelier qui étaient là pour produire. Ça a permis aux responsables de boutique de mieux comprendre comment sont produits certains des produits, de eux-mêmes travailler, faire du pain et puis évidemment de souder tout le monde dans un même endroit, d'aller découvrir comment est produite la farine. Enfin, c'était hyper Ouais. enrichissant. Ça, on essaye d'en faire un par an de team building, 24 heures, 48 heures, un peu Mm. ouvert, coupé des opérations. Bon, Très ces smart 2 le team journées-là, building on est un peu Moulin Bourgeois. stressé quand même de se dire que il y a personne pour gérer s'il y a des grosses galères. Heureusement, on touche du bois, il y en a pas eu et il y a Ok. quand même des super relais de personnes juste en dessous des responsables qui ont géré, mais très sympa le team building. Et vous Moulin arrivez Bourgeois. à couper vraiment à 100%, tu vois, enfin, est-ce que vous prenez des vacances régulièrement? Est-ce que vous vous alternez pendant les vacances? ouais, on ferme déjà 2 semaines l'été. Ça nous Mois permet d'août? de faire
Globalement, c'est très calme dans les quartiers dans lesquels on est implanté, peut-être à l'exception du Marais, mais on va pas laisser notre atelier ouvert pour faire tourner une boutique. Mmh. Et ça nous permet de liquider une partie des congés payés, de suivre, de faire tous nos sujets de maintenance, le nettoyage des hottes, vérification des extincteurs, des installations électriques et autres. Ça, c'est externalisé? Ça, c'est Pas externalisé, bien sûr, mais du coup, on les fait intervenir pendant cette période-là, tout comme on fait un nettoyage industriel de toutes nos boutiques et notre atelier pour repartir sur bonne base, des ouais. bases fraîches pour la rentrée scolaire. Et vous Et reposez nous, à aussi? ce moment-là, on Ouais. coupe complètement, à l'exception du suivi de la maintenance, parce que du coup, c'est le seul moment dans l'année dans lequel il n'y a pas d'opération. Et donc, pour l'instant, on ressent le besoin de continuer à fermer pendant 2 semaines, même si forcément, quand tu as 4 boutiques, ça coûte très très cher de fermer toutes tes boutiques pendant 15 jours au mois d'août. Donc, on verra si ça évolue dans les années à venir, peut-être quand on commencera à avoir autour de nous d'autres personnes qui gèrent un peu les sujets Ops à nos côtés. OK. Mais pour le moment, c'est comme ça qu'on coupe. Et après, encore une fois, on a une super équipe, on a des très bons managers et donc on arrive, pas tous les week-ends, mais de temps à autre à vraiment, couper pendant 48 heures et à être présent, en backup si, il y a vraiment besoin. Mmh. Et en même temps, le week-end, c'est le moment où on aime bien être de temps en temps en boutique puisque c'est là que c'est le cœur de notre activité. Il y a des gros rushs. Mmh. Nous, on voit que les week-ends qui sont bien gérés en boutique, où on est bien staffé, où l'atelier, bah, il y a pas de galère quelconque, ça va directement se voir positivement dans notre chiffre d'affaires et vice versa. Ou même dans l'expérience client avec, les avis sur TripAdvisor et Google. Donc on essaie Vous êtes d'être souvent le vigilant. week-end, sur les chiffres d'affaires? C'est terrible. Ouais, ouais, c'est terrible. Franchement, moi j'ai de la famille du coup dans la boulangerie et dans d'autres activités, notamment les épiceries fines et effectivement tu les vois, quand même, sur les chiffres. En Même fait, en vacances, ils tu sais sont qu'à C'est midi, toxique. 13h, tu vas juste aller il va y vérifier qu'il avoir y a une pas tendance quoi. de il y a pas de petits problèmes parce que tu sais à peu près à quel moment tu dois être ça et moi, ce que je trouve le Addictif. plus addictif, c'est, en fait, de recevoir les avis Google, sur ton téléphone et en fait, là, Quand quand tu tu vois reçois le une un, étoile et que Ouais. tu tu comprends deviens que fou. la boutique, a pas forcément été ouverte à l'heure et qu'il y a quelqu'un qui râle ou alors ce jour-là, le croissant était un peu trop petit parce qu'en fait, ça reste artisanal. Ouais, Malheureusement, ton vous tourrier pouvez s'est pas tous trompé. les jours Mmh. être parfait. Là, à chaque fois, ça vous fait, un petit couteau dans le cœur et vous dites: «Bon allez, faut recommencer» et chaque jour, faut se remettre dans le mood de, tous les matins, ça Mmh. recommence et tous les matins, on se met au défi, de C'est ça faire qui est dur dans cette activité. mieux que la veille, Tu quoi Ouais. et remets c'est tout ça en qui est dur, question quoi. tous les jours quoi. Complètement. Enfin, je trouve que quand tu fermes le soir, tu pars te coucher, il y a aucun produit pour le lendemain, qui sont prêts et le lendemain à 7h30, Flux huit tendu, heures, votre huit heures activité. 30 Tu faut ouvres être les ouvert. portes et il faut de Ouais, nouveau être impeccable, mmh, Mmh. et ça, en fait, c'est un peu comme une pièce de théâtre, quoi. Tu es en coulisses tous les jours, tu prépares le spectacle, mais tu pas prêt au moment où le rideau se lève, à savoir s'il va y avoir, un Ah c problème ou pas et tu beau t'affairer comme tu peux en coulisses, essayer de combler les trous, trouver des solutions. Bah, il y a des fois où quand tu lèves le rideau, bah, tout est pas aussi impeccable que ce que tu ouais. aurais, aimé. Il faut aussi savoir un peu, lâcher du lest par rapport à ça. Et c'est ça qui est le plus dur, c'est d'arriver à viser tous les jours Mmh. l'excellence, mais C'est si tu impossible. mmh. c'est pas possible C'est d'y être impossible. tous les jours, quoi. Donc dernière anecdote, sur le côté, OK, ça peut pas être parfait. Mon père qui fait des visites, donc mon père qui était, meunier et qui était très proche, enfin qui est encore proche de Rodolphe Landemaine et il faisait des visites avec Rodolphe et il passe, devant une de ses boutiques et mon père dit: «OK, la vitrine est pas très propre». Il dit: «Non, non, mais c'est pas grave, je peux pas tout gérer, il y a forcément des choses qui sont pas parfaites et c'est pas grave en fait, faut juste que, le gros ensemble soit bon et s'il y a des petits hic, OK, Mmh. tu reportes pour que ça réarrive plus, mais si tu es dans cet, enjeu que tout soit parfait, tu peux péter les plombs, en fait, Bien sûr. et cet enjeu de tu vois, d'aspect Mais c'est mental, super dur, je trouve. bah, C'est ouais. hyper fort à ce que Rodolphe il disait, je trouve, à ton père. Parce que nous, pour l'instant, clairement, on n'est pas suffisamment bon pour ça. On prend les choses très à cœur, peut-être un peu moins qu'avant. Mais quand on a un avis, Mmh. une étoile, c'est comme si c'était quelqu'un qui nous avait presque insulté Ouais. pour nous dire que ce qu'on faisait n'avait pas de sens. Mmh. Et parfois, d'ailleurs, je trouve que la violence de certains avis, je peux comprendre la déception et ça veut dire qu'on n'a pas été à la hauteur. Mais pour les équipes qui, au quotidien, se donnent et quand ils rentrent en scène, comme dirait Marie, qui mettent de côté leurs problèmes personnels, la fatigue et autres, je trouve que c'est dur de se prendre dans le mur comme ça, après un gros week-end en boutique, un avis une étoile, parce que tu as pas eu le bon sourire à la caisse. C'est clair. Donc Les c'est clients vrai que sont durs. de pas tous Ils sont honnêtement, ils exigeants, sont ils ont exigeants, ils ont raison, raison, hein. hein, On a un positionnement qui certes est accessible, mais qui reste quand même du premium accessible et donc je trouve que par Mmh. définition, il faut que la qualité mais c'est produit et plus que l'expérience client, soient à la hauteur. parfois, ils se mettent pas forcément dans la peau de la personne qui, en effet, est en shift et ils s'imaginent pas justement de tout ce qui a pu se passer en coulisses.
au moment où la personne sert, peut-être qu'en fait, il y a 2 autres personnes de son équipe qui ne se sont pas levées ce matin-là, qui ne sont pas venues. Et cette personne-là, eh ben, elle tient quand même, quoi qu'il arrive, la boutique. Elle essaye de donner un sourire, mais elle ne peut pas forcément tout faire. Et je trouve qu'il y a un peu une incompréhension parfois de la part des clients sur ce que vivent les équipes qui, au quotidien, sont au service. Il faut arriver à être aussi relativement indulgent, Je tout comme suis sur la d'accord. prod. Chaque croissant peut pas être impeccable, parfaitement développé et à la bonne taille. Donc ça, c'est un petit peu difficile parfois, ouais. Non, mais tu fais bien de le préciser. Marie-Augustin, merci beaucoup. On peut pas, malheureusement, prolonger, le podcast. C'était hyper intéressant et je suis certain qu'on pourra parler de plein d'autres sujets. On pourrait rester encore 1 heure. C'est sûr. Dans tous les cas, on fera peut-être une part 2 à un moment donné. Mais vous avez donné quand même beaucoup d'infos sur votre entreprise qui est super, super intéressante. Bravo à tout ce que vous avez fait et tout ce que vous allez faire demain. Donc voilà, merci d'être venu, d'avoir partagé avec Merci à transparence toi. votre expérience Hyper Merci à toi intéressant. et pour, on se recroisera vite, de Ouais. toute façon. Ouais, avec plaisir. En avec tout cas, plaisir, merci pour ce que tu fais avec Bakerstaff qui clairement nous a plus d'une fois bien sauvés. c'est Donc clair. ça fait plaisir d'avoir des partenaires avec qui je pense OK. on partage des valeurs communes. Bon, c'est cool que tu le précises, moi je demande jamais aux personnes qui viennent sur le podcast leur avis, mais tu l'as donné naturellement donc ça fait plaisir. Merci à vous 2 et à très Merci bientôt. à toi. À bientôt.